L'odeur des vieux livres me transporta immédiatement dans mon enfance. Je caressais le dos usé d'un exemplaire de L'Étranger, tandis que l'archiviste de la Bibliothèque nationale de France déposait une autre boîte de documents devant moi. C'était mon 3e jour consécutif de recherche pour le projet littéraire que je préparais avec mes élèves du lycée Henri IV. « Professeur Marianne, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, » murmura Estelle, ajustant les lunettes qui glissaient sur son nez. En cataloguant d'anciennes donations, je suis tombée sur ce dossier concernant le café de Flore. Le nom résonna comme une cloche dans ma tête. Le Flore était l'histoire vivante de Paris, mais selon mes grands-parents, il existait d'autres cafés littéraires moins connus qui avaient été tout aussi importants pour la culture parisienne. « Merci Estelle, ça tombe à pic. » J'ouvris le dossier avec précaution. Des photographies sépia, des coupures de journaux jaunis et des lettres manuscrites se déployèrent sous mes yeux. Parmi les documents, une image en particulier capta mon attention. Un groupe d'hommes et de femmes assis autour d'une table en marbre, avec des tasses de café et des cendriers débordants. Au verso, une inscription à la plume. Le café des érudits, 1958. Dernière causerie avant la fermeture. Mon cœur fit un bond. Je n'avais jamais entendu parler de ce café, mais sur la photographie, je reconnus Albert Camus et Simone de Beauvoir, assis à côté d'autres figures que je ne pus identifier. Cette découverte était comme trouver un trésor au milieu d'un océan d'informations. Je passai le reste de l'après-midi plongé dans ces documents. Je découvris que les érudits avaient été un point névralgique pour l'avant-garde littéraire des années 40 et 50, située rue de la Harpe, à quelques rues de mon appartement, au cœur du quartier latin. Selon les lettres, le café avait fermé ses portes en 1958, après la mort de son propriétaire, et le bâtiment avait subi plusieurs transformations. Quand l'archiviste annonça la fermeture dans 15 minutes, je photographiais à la hâte les documents les plus pertinents et rangeais mes notes. Je sortis sur le boulevard Saint-Germain, la tête en ébullition. L'air frais de juin me fouetta le visage, tandis que je marchais vers le métro, pensant à la manière d'intégrer cette découverte à mon projet. À la station Saint-Michel, en attendant la ligne 4, je cherchais « Café les érudits Paris » sur mon téléphone. Rien de pertinent n'apparut, seulement des mentions de cafés historiques, une catégorie de cafés protégés par la ville de Paris. Les érudits semblaient avoir disparu même de la mémoire numérique. Le métro arriva dans un rugissement. Je me laissai emporter par la foule à l'intérieur de la rame et m'agrippai à une barre en pensant au visage de cette photographie. Quelle conversation avait-il eu? Quelles idées étaient nées entre ces murs? 3 stations plus tard, je descendis à Châtelet et marchai vers le quartier latin, déterminé à trouver l'endroit exact où s'était trouvé le café. La nuit commençait à tomber sur Paris, mais l'adresse mentionnée dans les documents m'obsédait. 8 rue J. Lecoeur. Je m'arrêtai devant un local avec une pancarte « À vendre, prochainement galerie commerciale ». Le bâtiment conservait sa façade ancienne, avec des moulures détériorées et un portail en bois sculpté. À travers les vitres poussiéreuses, je pus distinguer un espace vaste et vide, avec les restes de ce qui semblait avoir été un commerce. « Je peux vous aider, madame ?» La voix me fit sursauter. Un homme âgé, un trousseau de clés à la main, m'observait avec curiosité depuis la porte entr'ouverte. « Excusez-moi, je fais des recherches sur un café qui se trouvait ici il y a de nombreuses années. Savez-vous quelque chose sur le café des érudits ?» L'homme plissa les yeux, pensif. « Les érudits ? Mon père parlait de cet endroit, » répondit-il avec un sourire nostalgique. « Je suis Raymond, le gardien. Ce bâtiment va être démoli le mois prochain. » C'est dommage, il a plus de 100 ans. La nouvelle me tomba dessus comme une douche froide. Démoli ? L'idée de perdre à jamais cet espace historique me provoqua une angoisse inattendue. « Je peux le voir de l'intérieur ?» demandai-je, la gorge nouée. Raymond hésita un instant, mais finit par hausser les épaules et ouvrir davantage la porte. « Entrez donc. De toute façon, dans quelques jours, tout ça n'existera plus. » L'intérieur était un squelette poussiéreux de ce qui fut autrefois un lieu élégant. Des carreaux de ciment formaient des dessins géométriques au sol, et sur les murs restaient des lambeaux de papier peint décolorés. Au fond, un escalier en marbre menait à une mezzanine avec des balustrades en fer forgé. « Vous voyez cette marque sur le mur ?» signala Raymond. C'est là que se trouvait le comptoir. Et dans ce coin, il y avait un piano. Mon père m'a raconté que des écrivains célèbres venaient. Une fois,
Même Sartre est venu, d'après ce qu'il disait. En parcourant l'espace, j'eus l'impression de marcher sur des couches d'histoire. Sous mes pieds s'étaient trouvées les tables, où Camus avait peut-être imaginé des passages de L'Étranger, ou de Beauvoir aurait partagé ses premiers écrits. « Et on ne peut rien faire pour éviter la démolition ?» demandai-je. Raymond secoua la tête. « Les papiers sont déjà signés. L'entreprise de construction a payé une fortune et la mairie a donné les autorisations. Dans 2 mois, il y aura des boutiques de luxe et un restaurant. » Je m'appuyai contre le mur, sentant le plâtre écaillé sous mes doigts. L'indignation grandissait en moi. Paris perdait son âme, bâtiment par bâtiment, mémoire par mémoire. « Qui est le propriétaire actuel ?» demandai-je, tandis qu'une idée commençait à se former dans mon esprit. L'immobilière à venir. Le propriétaire est un certain Duval, un type avec des relations partout, répondit Raymond avec une pointe d'amertume. Écoutez, je ferme à 19h. Si vous voulez prendre des photos ou autre, il vous reste 10 minutes. J'acquiesçai et commençai à photographier chaque recoin avec mon téléphone. À chaque image capturée, ma détermination grandissait. Je ne pouvais pas rester les bras croisés à regarder démolir un pan de l'histoire littéraire de ma ville. En sortant, je laissai mon numéro à Raymond. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre sur le café, s'il vous plaît, appelez-moi. Je suis professeur de littérature, et je crois que ce lieu mérite d'être sauvé. En marchant vers mon appartement rue des Écoles, une certitude s'installa en moi. Je devais faire quelque chose. Je ne savais ni comment, ni avec quelles ressources, mais je ne permettrais pas que le café des érudits disparaisse sans laisser de traces. Ce qui avait commencé comme une simple recherche pour mes cours s'était transformé en une mission personnelle. Le temps jouait contre moi, et je n'étais qu'une professeure de lycée face à une puissante société immobilière, mais je sentais que l'histoire elle-même m'avait choisi comme sa défenseur. La pluie tambourinait contre les baies vitrées de la salle de classe, tandis que mes élèves de terminale se regroupaient autour des photographies que j'avais imprimées. L'enthousiasme sur leurs visages contrastait avec la grisaille du jour. « Sérieusement, Camus était là, professeur ?» demanda Lucie, l'une de mes élèves les plus assidues, en montrant la photo de la causerie. « Oui, et pas seulement lui. Regardez bien cette photo, » dis-je en leur passant un agrandissement. « Cette femme, c'est Simone de Beauvoir, et cet homme de profil pourrait être André Gide. » Simon, un garçon du dernier rang qui participait rarement, leva la main. Mon grand-père a un bistrot sur la butte aux Cailles, et il parle toujours des cafés littéraires. Il dit qu'on perd la culture des débats d'idées. Ton grand-père a raison, répondis-je. Et c'est justement de ça que je veux vous parler. Le bâtiment où se trouvaient les érudits sera démoli le mois prochain. Je leur racontai ma visite du local et ma conversation avec Raymond. À ma grande surprise, la nouvelle provoqua l'indignation parmi les jeunes. « On ne peut rien faire, professeur ?» demanda Mathis. L'année dernière, dans le Marais, ils ont empêché la démolition de la maison où a vécu Victor Hugo. Ils ont lancé un mouvement sur les réseaux sociaux et recueilli des signatures. La sonnerie de la récréation interrompit notre conversation, mais 5 élèves restèrent dans la salle, enthousiasmés par l'idée de lancer une action pour sauver le bâtiment. Leur énergie était contagieuse. « On pourrait commencer par faire plus de recherches sur l'histoire du lieu, » suggérai-je. « Si nous parvenons à prouver sa valeur culturelle, nous pourrions peut-être obtenir son classement au patrimoine historique. » Cet après-midi-là, après les cours, je retournai dans le quartier latin avec un objectif clair. Trouver plus de preuves de l'importance historique des érudits. Ma première étape fut le café Le Polydore, l'un des rares cafés historiques qui résistaient encore dans le quartier. Le Polydore avait conservé son style intact depuis 1845. Tables en marbre, chaises en bois, vitrines anciennes et photos sépia au mur. Je m'assis à une table près de la fenêtre et commandai un café crème. « Je peux vous poser une question ?» dis-je au serveur, un homme d'une 60aine d'années. « Savez-vous quelque chose sur un café qui s'appelait Les Érudits, qui était rue Gîte-le-Cœur ?» L'homme ajusta son tablier blanc et fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Les Érudits, oui, ça me dit quelque chose. Mon père y a travaillé jeune, avant de venir ici. Il faudrait parler à monsieur Albert, le patron. Il connaît toutes les histoires du quartier. » Quelques minutes plus tard, un homme corpulent à la moustache grisonnante s'approcha de ma table. Il portait un gilet noir sur une chemise blanche et avait cet air de titi parisien qui se perd. « La serveuse m'a dit que vous posiez des questions sur les érudits. »
dit-il en s'asseyant en face de moi sans cérémonie. Je suis Albert Grimaldi, propriétaire de ce troquet depuis 40 ans. Je lui expliquai mon projet et mon inquiétude face à l'imminente démolition du bâtiment. Albert hocha la tête plusieurs fois pendant que je parlais, comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Les érudits, c'était le rival des deux magots, mais en moins bourgeois, expliqua-t-il en se servant un peu de mon verre d'eau. Il a été fondé par un Auvergnat, Ernest Fournier, en 1923. Au début, c'était une librairie avec un service de café, mais c'est ensuite devenu un lieu de rencontre pour les écrivains, les artistes et les musiciens. Pendant l'occupation, c'était aussi un lieu de réunion clandestine de la résistance. Albert se leva et revint quelques minutes plus tard avec un livre aux couvertures usées. Il l'ouvrit à une page marquée où l'on voyait la photographie de l'intérieur d'un café, avec un long comptoir et des tables disposées sous un plafond à caissons. « C'est le seul livre qui mentionne les érudits, » dit-il. « Café de Paris, de 1969. » Le chapitre sur les érudits est court, car lorsque le livre a été publié, il avait déjà fermé. Je photographiais les pages avec mon téléphone, sentant que chaque information était une petite victoire. Selon le livre, le café avait fermé en 1958 après la mort du fondateur, et le bâtiment était passé entre les mains de différents commerçants. Le local a eu plusieurs usages, continua Albert. C'était une quincaillerie, une imprimerie, et dans les années 90, un antiquaire. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'est pas protégé, alors que tout le quartier latin est une zone de protection historique. C'est exactement ce que je me demande. Albert regarda par la fenêtre, vers la rue pavée où les touristes prenaient des photos des façades anciennes. C'est que le quartier n'est plus ce qu'il était, ma petite. Maintenant, c'est un parc d'attractions pour étrangers. Les habitants de longue date sont partis quand les loyers ont grimpé en flèche. Et les politiciens regardent ailleurs pendant que les promoteurs immobiliers font leur beurre. Ces paroles firent écho à ma propre frustration. Je le remerciai pour les informations et payai mon café, lui promettant de le tenir au courant de toute avancée. Ma destination suivante était le local lui-même. Je devais reparler à Raymond, le gardien. En marchant dans les rues pavées sous un ciel qui menaçait encore de pluie, je composais le numéro de Valentine, une amie avocate qui travaillait pour le défenseur des droits. Patrimoine historique dans le quartier latin, difficile mais pas impossible, me dit-elle après avoir écouté mon récit. Il te faudrait des preuves irréfutables de sa valeur culturelle. Et je te préviens que les sociétés immobilières ont beaucoup d'influence. Tu sais combien vaut le mètre carré dans ce quartier ? Je me fiche de la valeur immobilière, Val. Ce qui m'importe, c'est qu'ils ne détruisent pas notre histoire. Je comprends, Marie, mais tu t'attaques à des forces puissantes. Je vais me renseigner sur la société immobilière et les permis de démolition. Pendant ce temps, rassemble toutes les preuves possibles. J'arrivai au bâtiment juste au moment où Raymond fermait la grille extérieure. En me voyant, il sourit. « Je savais que vous reviendriez, professeur. J'ai quelque chose à vous montrer. » Raymond me conduisit à l'intérieur et ferma la porte derrière nous. L'endroit semblait encore plus fantomatique que lors de ma visite précédente. Il m'emmena vers le fond, où une petite porte menait à un débarras. « Hier, je rangeais ça pour quand ils viendront tout emporter, et j'ai trouvé ces boîtes, » dit-il en désignant 3 boîtes en carton empilées dans un coin. « Je crois qu'elles viennent du café. » Personne n'y a touché depuis des décennies. Avec des mains tremblantes, j'ouvris la première boîte. Elle était remplie de photographies, de carnets et de coupures de journaux. Dans la deuxième, je trouvais des cahiers avec des signatures et des dédicaces. Et dans la troisième, des lettres et des manuscrits. « Je peux emporter ça pour l'examiner ?» demandai-je, sachant que c'était une demande audacieuse. Raymond hésita. « Techniquement, tout ce qu'il y a ici appartient aux nouveaux propriétaires. Mais ils vont tout jeter alors, » fit-il un geste vague de la main. « Prenez-les, mais ne dites pas que c'est moi qui vous les ai donnés. J'ai besoin de ce travail jusqu'à ce que la démolition commence. » Je promis d'être discrète et rangeai les trésors dans mon sac, que je pouvais à peine fermer à cause du volume. En sortant, une dernière question me vint à l'esprit. « Raymond, savez-vous quand les travaux commencent exactement ?»« Le 15 juillet. »« Moins d'1 mois, » répondit-il avec regret. « Les panneaux sont déjà imprimés. Galerie commerciale Saint-Germain, avec 50 boutiques et un espace de restauration. » La date me frappa comme une sentence. 1 mois,
C'était très peu de temps pour organiser une quelconque résistance. Je sortis dans la rue en sentant le poids des boîtes dans mes bras et le poids encore plus lourd de la responsabilité sur mes épaules. Ce soir-là, dans mon petit appartement de la rue des Écoles, j'étalai le contenu des boîtes sur la table de la salle à manger. Chaque objet racontait une histoire. Des photographies de causeries littéraires, des programmes de lecture poétique, des coupures de journaux mentionnant le café comme un épicentre culturel. Parmi les papiers, un carnet à la couverture en cuir attira mon attention. En l'ouvrant, je découvris que c'était le livre d'or du café. Sur ces pages jaunies, je trouvais des signatures qui me coupèrent le souffle. Jean-Paul Sartre, Colette, André Gide, Françoise Sagan, des noms qui avaient défini la littérature française du XXe siècle. Mais le plus précieux apparut dans la dernière boîte. Une liasse de lettres écrites par Albert Camus depuis l'Algérie, adressée à un certain Ernest, manifestement le propriétaire du café. Dans l'une d'elles, datée de 1956, Camus écrivait « Les érudits restent pour moi le véritable cœur littéraire de Paris, où mon étranger a commencé à prendre forme entre un café et des discussions. Garde ce secret, vieil ami, mais beaucoup des personnages sont inspirés des habitués de ton café. » Cette lettre était la preuve définitive. Un texte inédit de Camus liant directement son chef-d'œuvre au café. Avec des mains tremblantes, je photographiais chaque page. Puis j'appelais Valentine. « J'ai trouvé quelque chose d'énorme, Val, » dis-je, incapable de contenir mon émotion. Des lettres de Camus qui prouvent que « les érudits » a été fondamental pour la création de l'étranger. « Ça pourrait marcher, » répondit-elle. J'ai obtenu des informations sur la société immobilière. Elle appartient à un groupe espagnol et les permis de démolition ont été approuvés avec une rapidité suspecte. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Nous restâmes silencieuses, traitant l'information. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je finalement. « Maintenant, nous avons besoin d'aide, » répondit Valentine. « C'est plus grand que nous deux. Nous avons besoin de quelqu'un d'influent, quelqu'un qui puisse faire du bruit. » Je regardais la lettre de Camus entre mes mains. Le destin avait mis ses preuves sur mon chemin pour une raison. Je me souvins des visages enthousiastes de mes élèves ce matin-là. Peut-être que, avec leur maîtrise des réseaux sociaux et leur énergie, pourraient en faire partie de la solution. « J'ai une idée, » dis-je. « On commence dès demain. Tu es sûr qu'on peut faire ça, professeur ?» La voix de Mathis tremblait d'émotion, tandis qu'il tenait la caméra de son téléphone. Nous étions dans la cour du lycée pendant la longue pause, entourés d'un groupe de 15 élèves enthousiastes. Le plan était simple mais risqué. Enregistrer une vidéo dénonçant la démolition des érudits et la diffuser sur tous les réseaux possibles. Techniquement, nous ne faisons rien de mal, répondis-je en rajustant mes cheveux que le vent décoiffait. Nous exerçons notre droit à défendre le patrimoine culturel. Simon, le garçon qui avait mentionné son grand-père, leva la main. Mon grand-père dit qu'on peut utiliser son bistrot pour une réunion. Il connaît plusieurs membres de l'association des cafés historiques qui pourraient se joindre à nous. Lucie, pendant ce temps, avait déjà créé des comptes sur Instagram et Twitter avec le nom « Sauvons les érudits ». La vitesse avec laquelle mes élèves s'organisèrent me surprit agréablement. En moins d'une journée, nous étions passés de l'indignation à l'action. « C'est bon, professeur », dit Mathis en ajustant le cadrage. « Quand vous voulez. » Je pris une profonde inspiration. Je n'étais pas habituée à parler devant une caméra, mais la cause en valait la peine. Mathis fit un signe et je commençai. « Bonjour, je suis Marianne Lefebvre, professeure de littérature au lycée Henri IV. Je vous parle parce que nous sommes sur le point de perdre un morceau irremplaçable de notre histoire culturelle. » Je leur parlais du café, montrais les photographies et la lettre de Camus. J'expliquais comment, en moins d'un mois, une partie de notre identité littéraire disparaîtrait sous les fondations d'un centre commercial. En parlant, je sentis ma voix gagner en fermeté. Nous ne sommes pas contre le progrès, mais nous croyons que le vrai progrès inclut la préservation de notre mémoire. C'est pourquoi nous vous demandons de diffuser ce message avec le hashtag Marchni Sauvons les érudits et de vous joindre à notre première assemblée ce samedi à 17h au bistrot de la Butte, avenue des Gobelins. Dès que nous eûmes fini d'enregistrer, les jeunes commencèrent à monter la vidéo sur une application. 2 heures plus tard, elle était en ligne. La sensation de faire quelque chose de concret était vivifiante, mais aussi terrifiante. Je n'avais jamais été au centre d'une controverse publique. Cet après-midi-là, après les cours, je rencontrai la proviseure du lycée, Thérèse Fournier.
une femme de 60 ans avec une passion inébranlable pour l'éducation. « Marianne, j'ai reçu un appel de l'inspection académique, me dit-elle sans préambule. Quelqu'un leur a envoyé votre vidéo et ils s'inquiètent pour l'image de l'établissement. » Mon estomac se noie. « J'ai des problèmes ?» Thérèse ajusta ses lunettes, m'étudiant. « Officiellement, je dois vous rappeler que vous ne pouvez pas utiliser le nom du lycée dans des activités politiques sans autorisation. » Fit-elle une pause. « Officieusement, je suis fière de vous. Mon père fréquentait les érudits dans les années 50. Comptez sur moi pour tout ce dont vous aurez besoin, mais gardons mon soutien discret. » Je sortis du bureau avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. La première réaction institutionnelle avait été prudente, mais pas hostile. Cependant, ce n'était que le début. Le vendredi soir, la vidéo avait atteint 10 000 vues. Plusieurs journalistes culturels l'avaient partagée, et certains médias alternatifs m'avaient contacté pour des interviews. Mais la vraie surprise arriva lorsque Valentine m'appela. « Tu ne vas pas croire ça, Marie. Je viens de recevoir un mail de Lucie Fournier. » L'actrice. « Mais non, idiote. » Lucie Fournier, la petite fille d'Ernest Fournier, le fondateur des Érudits. Elle a vu la vidéo et veut nous rencontrer. Elle vit en Suisse depuis des années, mais elle vient à Paris ce week-end. La nouvelle me laissa sans voix. C'était comme si le destin conspirait en notre faveur. Samedi, le bistrot de la Butte était bondé. Ce que nous avions imaginé comme une petite réunion de planification s'était transformé en une assemblée de près de 50 personnes. Journalistes, voisins, membres d'organisations culturelles et plusieurs élèves avec leurs familles remplissèrent l'espace. Simon nous présenta son grand-père, Monsieur Manuel, un homme robuste d'environ 70 ans qui nous avait généreusement prêté son bistrot. Cet endroit a aussi une histoire, nous raconta-t-il en nous servant un café. C'est ici que se réunissaient les Apaches de la Butte dans les années 20. Et quelques poètes surréalistes venaient aussi y écrire. L'assemblée commença à 5 heures pile. Je présentais le cas, montrait les preuves et expliquait l'urgence. Valentine exposa les aspects légaux et les voies d'action possibles. Puis nous ouvrîmes le micro aux propositions. Un monsieur âgé, qui se présenta comme professeur d'histoire à la Sorbonne, prit la parole. « J'ai étudié des cas similaires. Nous avons besoin de 2 stratégies, une médiatique et une légale. Je propose de former 2 commissions. Une femme d'âge moyen, à l'allure de fonctionnaire, leva la main. Je travaille à la commission du Vieux-Paris. Je vous préviens que l'immobilière Avenir a des contacts puissants. Ils ont déjà démoli d'autres bâtiments historiques à Belleville et à Montmartre. Ce ne sera pas facile de les arrêter. » La conversation continua, alternant entre l'optimisme et le pessimisme, jusqu'à ce que la porte du bistrot s'ouvre et qu'une femme d'une 60aine d'années, élégante et avec une allure qui capta immédiatement l'attention de tous, entre. À côté d'elle, Valentine me fit un signe de tête. « C'est Lucie Fournier, » murmura-t-elle. Je m'approchai pour l'accueillir. Ses yeux, d'un vert intense, m'examinèrent avec curiosité. « C'est donc vous la professeure qui veut sauver le café de mon grand-père » dit-elle en me tendant la main. « Je vous remercie du fond du cœur pour cet effort. » Je lui offris une chaise à la table principale et la présentai aux autres organisateurs. Quand tout le monde fut installé, Lucie demanda la parole. « Mon grand-père Ernest est mort quand j'avais 10 ans, mais je me souviens parfaitement de ses histoires sur le café. » commença-t-elle. Les érudits n'étaient pas seulement un commerce pour lui, c'était un projet culturel. Il croyait que la littérature devait être accessible à tous, pas seulement à l'élite. C'est pourquoi il maintenait une bibliothèque ouverte au public et organisait des lectures gratuites. Son témoignage émut toutes les personnes présentes. Puis, elle sortit de son sac une enveloppe jaunie. « J'ai trouvé ça parmi les affaires de ma mère quand elle est décédée l'année dernière. C'est le testament de mon grand-père, daté de 1957, un an avant sa mort. » Lucie lut à voix haute des paragraphes du testament, où Ernest exprimait son désir que le café continue d'être un espace culturel. Le plus choquant fut de découvrir qu'il avait laissé des instructions spécifiques sur la préservation du lieu, établissant même une petite fondation pour son entretien. « Je ne comprends pas ce qui est arrivé à cette fondation, » dit Lucie. « Ma mère n'a jamais parlé de ça. Peut-être que les exécuteurs testamentaires n'ont pas respecté sa volonté. » Valentine, avec son esprit d'avocate toujours en alerte, intervint. Si le testament établit clairement la création d'une fondation pour préserver le café comme espace culturel, et que cette volonté n'a jamais été respectée, nous pourrions avoir un cas juridique.
Il faudrait vérifier comment la propriété a été transférée après sa mort. L'Assemblée s'anima avec cette nouvelle information. Des commissions de travail furent formées. Juridique, communication, recherche historique et action directe. Chaque groupe établit des objectifs concrets et des dates de réunion. Alors que les gens commençaient à se disperser, Lucie Fournier me prit le bras. « Il y a autre chose que vous devez savoir », dit-elle à voix basse. « J'ai enquêté sur l'immobilière Avenir depuis la Suisse. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Elle appartient au groupe Constellation, une multinationale avec des antécédents discutables. » « Quel genre d'antécédents » demanda Valentine, se joignant à la conversation. « En Suisse, ils ont acheté un bâtiment historique à Genève, l'ont démoli illégalement un week-end et ont payé l'amende comme si c'était de la petite monnaie, expliqua Lucie. À Bruxelles, ils ont fait quelque chose de similaire. Leur stratégie est d'agir vite, de payer les amendes et de continuer. L'argent qu'ils gagnent dépasse de loin toute sanction. Un frisson me parcourut le dos. Nous faisions face à un adversaire beaucoup plus puissant que nous ne l'imaginions. Alors vous pensez qu'ils démoliront les érudits, même si nous obtenons une mesure judiciaire ? Demandai-je. Lucie hocha gravement la tête. C'est très probable. C'est pourquoi nous avons besoin d'une stratégie plus audacieuse. Nous restâmes tous les trois silencieux, évaluant la situation. Finalement, Valentine parla. J'ai une idée, mais elle est risquée. Mon frère est journaliste au Monde. Si nous obtenons suffisamment de preuves sur des irrégularités dans les permis de démolition, il pourrait publier une enquête. Ça mettrait les projecteurs sur eux. Ça ne suffira pas, répondit Lucie. Nous avons besoin de quelque chose de plus percutant, quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. À ce moment, Simon s'approcha avec son téléphone. « Excusez-moi de m'immiscer, mais je viens de recevoir un message de mon cousin qui travaille à la mairie de Paris. Il dit qu'il connaît le conseiller de Duval, le propriétaire de la société immobilière. Apparemment, Duval veut être candidat aux élections législatives l'année prochaine. Cela changea complètement la donne. Si Duval avait des aspirations politiques, il était vulnérable à la pression publique. Une image négative pourrait ruiner ses plans. « Ça change tout », dit Lucie, avec une lueur dans les yeux. « Si nous parvenons à ce que l'opinion publique associe son nom à la destruction du patrimoine culturel, il nous faudrait quelque chose de grand, » intervint Valentine. « Une mobilisation, des personnalités publiques, une couverture médiatique. » Mon esprit se mit à travailler à toute vitesse. Les éléments étaient là. Nous avions des preuves historiques, un cas juridique possible avec le testament, des liens avec la presse, et maintenant, des informations sur les ambitions politiques de notre adversaire. Je propose que nous occupions pacifiquement le bâtiment, dis-je, me surprenant moi-même par mon audace. Une occupation culturelle. Nous inviterons des écrivains, des musiciens, des artistes. Nous ferons des lectures de Camus, de Beauvoir, de tous ceux qui sont passés par là, et nous diffuserons tout en direct. Lucie Fournier sourit pour la première fois depuis son arrivée. Ça pourrait marcher. Je connais plusieurs écrivains et artistes qui se joindraient à nous. Et je participerai moi-même. Simon, qui était toujours proche, intervint à nouveau. Mon grand-père dit qu'il peut contacter des musiciens de musette qui jouaient aux érudits dans les années 50. Ils sont encore en vie et voudront sûrement participer. Nous nous regardâmes tous les quatre, sentant que quelque chose d'important était en train de naître. C'était risqué, mais possible. Et plus important encore, c'était nécessaire. À la fin de l'assemblée, alors qu'il ne restait plus que quelques-uns dans le bistrot, Lucie Fournier me tendit une petite clé ancienne. C'était celle du bureau de mon grand-père au café, expliqua-t-elle. Je l'ai gardée toutes ces années comme un talisman. Maintenant, je veux que vous l'ayez. Considérez-la comme un symbole que vous ouvrez des portes qui sont fermées depuis longtemps. En tenant cette clé dans ma main, je ressentis un étrange mélange de responsabilité et d'espoir. Le chemin serait difficile, mais je n'étais pas seule. Ce qui avait commencé comme une découverte fortuite aux archives nationales s'était transformé en une croisade personnelle qui impliquait désormais des dizaines de personnes. Dehors, la nuit parisienne étendait son manteau sur le quartier. Quelque part, les dirigeants de l'immobilière Avenir poursuivaient leurs plans, ignorant la tempête que nous étions en train de préparer. Nous avions moins de 3 semaines pour arrêter la démolition, et chaque minute comptait. Le clavier de mon ordinateur portable résonnait dans le silence de mon appartement, tandis que j'actualisais le document partagé avec la liste des personnes confirmées pour l'occupation culturelle. Il était 2 heures du matin, et l'insomnie me tenait active, poussée par un mélange d'adrénaline et d'inquiétude.
Dehors, une fine bruine tombait sur le quartier latin. Ce son presque imperceptible sur les fenêtres que j'aimais tant à Paris. Le compte à rebours avançait implacablement. 12 jours avant la démolition programmée. Mon téléphone vibra sur la table. Un message de Valentine. « Tu dors ? Il y a du nouveau. » Avant que je puisse répondre, je reçus son appel. « Désolée pour l'heure, Marie. » Sa voix semblait tendue. Mon frère a obtenu des infos sur les permis. La direction des affaires culturelles de la ville avait initialement rejeté la demande de démolition, car le bâtiment est en zone protégée, mais quelqu'un de haut placé a annulé la décision. Il y a des signatures qui ne correspondent pas et des dates qui ne collent pas. On a des preuves de ça ? Des photos des documents originaux. On ne peut pas les publier directement car ça compromettrait sa source, mais on peut utiliser l'information pour déposer un référé. La conversation se poursuivit pendant près d'1 heure, passant en revue les stratégies et ajustant les plans. En raccrochant, mon esprit était trop agité pour dormir. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai contemplé la rue vide, éclairée par des lampadaires jaunâtres qui créaient des flaques de lumière sur les pavés mouillés. Quelque part dans cette ville, les dirigeants de l'immobilière à venir dormaient tranquillement, sûrs de leur pouvoir. Cette certitude renforçait ma détermination. Le lendemain matin, au lycée, mes élèves m'attendaient avec des nouvelles. Simon avait créé un groupe WhatsApp pour coordonner les actions, et Lucie avait conçu des affiches qu'il prévoyait de coller dans tout le quartier latin. « Professeur, on a déjà 3 musiciens confirmés pour samedi », m'informa Mathis avec fierté, et 2 jeunes écrivains qui ont beaucoup de followers sur Instagram. La proviseure Thérèse passa à côté de nous et m'adressa un geste discret d'approbation. Son soutien silencieux signifiait beaucoup. La journée se déroula entre les cours et les préparatifs furtifs pendant les récréations. Au moment où la sonnerie de sortie retentit, nous avions déjà un programme provisoire pour le premier jour d'occupation. Lecture poétique à midi, musique en milieu d'après-midi et projection de documentaires sur l'histoire du quartier le soir. « Demain, venez préparer pour répéter vos lectures », dis-je aux jeunes pendant qu'ils rangeaient leurs affaires. « Je veux que chacun choisisse un texte d'un auteur qui a fréquenté les érudits. » En sortant du lycée, je remarquai une voiture noire garée sur le trottoir d'en face. Un homme en costume m'observait sans se cacher. Un malaise me parcourut le dos comme un courant froid, mais je continuais à marcher comme si je ne l'avais pas remarqué. 2 rues plus loin, lorsque je jetai un coup d'œil, la voiture me suivait lentement. J'entrai dans un café sur le boulevard Saint-Germain et m'assis à une table avec une bonne visibilité sur la rue. La voiture s'arrêta et l'homme resta à l'intérieur, regardant vers le local. Je composais le numéro de Valentine. « Je crois qu'on me suit », dis-je à voix basse. Un type dans une voiture noire. « Où es-tu » demanda-t-elle, alarmée. « Aux 2 magots. Ne bouge pas. J'arrive. » 20 minutes plus tard, Valentine entra dans le café accompagnée d'un homme grand d'une 40aine d'années, avec une barbe poivre et sel et l'air d'un journaliste. « C'est mon frère Julien », m'expliqua-t-elle en s'asseyant. Je lui ai raconté ce qui se passe et il veut nous aider. Julien me serra la main et jeta un regard discret vers la rue. « La voiture est toujours là », confirma-t-il. Je connais ces tactiques d'intimidation. J'ai couvert des conflits immobiliers dans le 13e. C'est leur façon de dire qu'ils savent qui tu es et ce que tu fais. Tu crois que c'est dangereux ? Demandai-je. Je ne pense pas qu'ils en arriveront à la violence physique, mais ils veulent clairement te faire peur, répondit-il. Pour l'instant, il est important que tu ne restes pas seul, et nous devons accélérer l'exposition médiatique. Plus ta cause sera visible, moins ils auront de marge de manœuvre pour ces intimidations. Je bus une gorgée de café, essayant de garder mon calme. Je n'aurais jamais imaginé que ma découverte aux archives me mènerait à ça. J'ai des contacts dans plusieurs médias, continua Julien. Mais il nous faut un angle qui aille au-delà de « une professeure veut sauver un bâtiment historique ». Il y a des dizaines de ces histoires chaque année, et peu reçoivent de l'attention. Nous avons les lettres de Camus, dis-je, et le testament du fondateur qui suggère des irrégularités dans le transfert de la propriété. Ça aide, acquiesça Julien. Mais il nous faut un visage humain, une histoire personnelle qui touche les gens. Valentine sourit. Lucie Fournier, la petite fille du fondateur. Elle est parfaite. Nous convînmes de nous réunir le soir même avec Lucie chez Valentine pour préparer la stratégie médiatique. Quand nous sortîmes du café, la voiture noire n'était plus là, mais la sensation d'être surveillée persistait. Le soir,
L'appartement de Valentine dans le Marais devint notre centre d'opération. Lucie Fournier arriva ponctuelle, vêtue avec une élégance sobre et apportant d'autres documents de famille qu'elle avait trouvés. « Ma mère gardait tout », expliqua-t-elle en étalant des photographies et des lettres sur la table. « Ici, il y a une correspondance entre mon grand-père et Colette. Et cette photo, c'est l'inauguration du café en 1923. » Julien examina le matériel avec un intérêt professionnel. C'est de l'or en barre. Avec ça et ton témoignage, on peut monter un article percutant pour le supplément culturel du dimanche. Serais-tu d'accord pour donner une interview? Lucie acquiesça sans hésiter. J'ai gardé le silence trop longtemps. Mon grand-père a consacré sa vie à créer un espace pour la culture à Paris. Je ne laisserai pas son héritage se transformer en un autre centre commercial générique. Pendant qu'il coordonnait les détails de l'interview, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'hésitai, mais finis par répondre. « Madame Marianne Lefebvre ?» demanda une voix masculine, formelle et froide. « Oui. Qui est à l'appareil ? Je vous appelle du cabinet juridique Goldstein & Associés, représentant la société immobilière Avenir SA. » Le ton était poli mais menaçant. « Nous avons cru comprendre que vous organisez des activités qui pourraient constituer des délits contre la propriété privée. » Je restai sans voix, mais j'essayais de garder mon sang-froid. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondis-je, faisant signe aux autres de prêter attention. « Nous sommes au courant de vos plans pour une occupation culturelle du bâtiment O8, rue Gîtes-le-Cœur, propriété de nos clients, » continua-t-il. « Je dois vous informer que toute intrusion sera considérée comme un délit pénal et que nous agirons avec toute la rigueur de la loi. » Valentine, qui s'était approchée pour écouter, me fit un geste pour que je lui passe le téléphone. « Maître Valentine Dubois à l'appareil » dit-elle d'une voix professionnelle. « À qui ai-je l'honneur ?» L'homme parut momentanément déconcerté. « Maître Ricardo Goldstein, êtes-vous la représentante légale de Madame Lefebvre ?»« C'est exact. Et je dois vous informer que vos menaces téléphoniques constituent une intimidation. De plus, ma cliente n'a à aucun moment mentionné son intention d'occuper illégalement une propriété privée. Les activités culturelles auxquelles vous faites référence se dérouleront sur la voie publique, comme nous en avons le droit constitutionnel. » Il y eut un silence tendu, avant que Goldstein ne réponde. « Maître Dubois, je ne pense pas qu'il soit bénéfique pour votre cliente d'affronter une société comme Avenir. Il y a de nombreuses façons de résoudre cela à l'amiable. Nous sommes ouverts à toute proposition concrète, » répondit Valentine. « En attendant, je vous saurai gré d'adresser toute communication à mon cabinet. Et bien sûr, j'espère que les intimidations telles que la surveillance que ma cliente a subie aujourd'hui cesseront immédiatement. » Quand elle raccrocha, nous la regardâmes tous, impressionnés. « Un cabinet ? Je ne savais pas que tu avais un cabinet juridique, » dis-je. Valentine haussa les épaules avec un sourire. « Je n'en ai pas, mais ils ne le savent pas. Et je viens de gagner du temps en confirmant qu'ils nous surveillent. Ils l'ont eux-mêmes admis en ne niant pas l'accusation. » Julien prit frénétiquement des notes. C'est matière à un autre article. Une société immobilière menace une professeure qui défend le patrimoine historique. Le public adore les histoires de David contre Goliath. Lucie, qui était restée silencieuse, parla d'une voix sereine mais ferme. Ils ont peur. Ils ne s'attendaient pas à une résistance organisée. Mon expérience en Suisse me dit qu'ils vont maintenant essayer d'accélérer le processus de démolition. Nous devons être prêts. Tu crois qu'ils essaieront de démolir avant la date annoncée ? Demanda Valentine. C'est possible. C'est pourquoi nous avons besoin de gens sur place le plus tôt possible, répondit Lucie. Pas nécessairement en occupant le bâtiment, mais en créant une présence visible. Ce soir-là, je rentrai chez moi escortée par Julien, qui insista pour m'accompagner jusqu'à ma porte. La voiture noire ne réapparut pas, mais l'appel de Goldstein avait confirmé que notre campagne suscitait de l'inquiétude dans les hautes sphères. En me préparant à dormir, je reçus un message de Simon. « Prof, j'ai convaincu mon cousin de la mairie. Il va se renseigner davantage sur les liens politiques de Duval. Il dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il a financé des campagnes électorales en échange de faveurs urbanistiques. » Je souris. Les fils commençaient à se connecter. La bataille ne faisait que commencer. Mais je n'étais plus une professeure solitaire contre une multinationale. Nous étions désormais un mouvement grandissant, et chaque menace ne faisait que renforcer notre détermination. Avant de dormir, je posai la petite clé que Lucie m'avait donnée à côté de mon lit. Plus qu'un symbole, elle était devenue un rappel tangible que certaines portes du passé devaient rester ouvertes. Le supplément culturel du Monde, étalé sur ma table,
affichait le titre que nous attendions. Les érudits, le café oublié où est né l'étranger. L'interview de Lucie Fournier occupait 2 pages complètes, avec des photographies d'archives inédites. L'article de Julien était brillant, reliant l'histoire du café au paysage culturel actuel et questionnant subtilement la rapidité avec laquelle la démolition avait été approuvée. Je pris une gorgée de café, en repassant mentalement le plan de la journée. C'était samedi, il restait exactement 10 jours avant la date officielle de la démolition. Et aujourd'hui commencerait notre occupation culturelle. Le terme « occupation » avait été soigneusement évité dans toutes nos communications publiques. Officiellement, c'était un festival culturel de rue. Mon téléphone ne cessait de recevoir des messages. Le groupe WhatsApp que Simon avait créé comptait désormais plus de 70 membres, y compris des voisins, des étudiants, des artistes et des militants culturels. Les dernières notifications étaient de Matisse, informant qu'il installait déjà le système de sonorisation sur le trottoir devant le bâtiment. En me préparant à sortir, je vérifiais à nouveau la liste des activités programmées. La journée commencerait à 11h avec des lectures poétiques par mes élèves et quelques jeunes écrivains. À midi, 2 musiciens de musette vétérans qui avaient joué aux érudits dans les années 50 donneraient un petit concert. L'après-midi, des historiens donnèrent des conférences sur l'importance culturelle du café, et à la tombée de la nuit, nous projetterions des documentaires sur l'histoire du quartier latin sur la façade du bâtiment. En arrivant au 8, rue Gîtes-le-Cœur, je fus surprise par le nombre de personnes déjà rassemblées. Mes élèves avaient monté une petite scène avec des caisses en bois et avaient décoré le trottoir avec des photographies agrandies de l'ancien café. Quelqu'un avait peint une énorme banderole qui disait « Les érudits vivent » et l'avait accrochée au-dessus de l'entrée. « Professeur !» Simon courut vers moi. « France 2 est là. Ils interviewent mon grand-père sur les musiciens qui jouaient au café. » Effectivement, une équipe de télévision filmait M. Manuel, qui gesticulait avec animation devant la caméra. Près d'eux, Valentine parlait à un groupe de voisins, distribuant des prospectus avec des informations sur l'histoire du bâtiment. À 11h précises, Lucie Fournier inaugura officiellement l'événement. Vêtue entièrement de noir, avec un foulard rouge comme seule touche de couleur, elle monta sur la scène improvisée et prit le micro. « Bonjour à tous. Je suis Lucie Fournier, petite fille d'Ernest Fournier, fondateur du Café des Érudits. » Sa voix, claire et ferme, capta immédiatement l'attention des présents. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la mémoire d'un lieu qui fut un berceau de la culture, mais nous défendons aussi le droit des quartiers à préserver leur identité. Car lorsqu'on démolit un bâtiment historique, on ne perd pas seulement des briques et du bois, on perd un morceau de l'âme collective. L'applaudissement fut unanime. Lucie continua en présentant les participants, et bientôt les élèves commencèrent leur lecture. Lucie, mon élève, pas la petite fille du fondateur, lut un extrait de L'étranger, avec une telle émotion que même les passants s'arrêtaient pour écouter. Vers midi, la foule avait considérablement augmenté. Les musiciens de musette, 2 hommes de plus de 80 ans mais avec une lueur juvénile dans les yeux, entamèrent les premiers accords d'un accordéon et d'une guitare. Une vieille chanson parlant de la nostalgie d'un Paris transformé semblait particulièrement appropriée pour l'occasion. J'observais tout cela d'un côté, émue par la réponse, mais aussi vigilante. Raymond, le gardien du bâtiment, s'était discrètement joint à la fête. Il s'approcha de moi avec une expression préoccupée. « Professeur, il y a des gens de la société immobilière qui prennent des photos, » dit-il en désignant 2 hommes en costume qui photographiaient les participants depuis le coin de la rue. « Et ce matin, ils sont venus inspecter le bâtiment. Ils préparent quelque chose. » Avant que je puisse répondre, un murmure parcourut la foule. Une voiture noire s'arrêta devant le bâtiment, et un homme d'une 50aine d'années en descendit, grand, en costume impeccable et au visage sévère. Il était accompagné de 2 personnes qui ressemblaient à des gardes du corps et d'une femme avec un dossier. « C'est Duval », murmura Raymond, le propriétaire de la société immobilière. Mon estomac se noua. Nous ne nous attendions pas à une confrontation directe sitôt. Valentine s'approcha rapidement à mes côtés. « Reste calme », me dit-elle. « Ils ne peuvent rien faire avec autant de témoins et de médias présents. Laisse-moi parler. » Duval avança à travers la foule, qui s'écartait instinctivement. Il se dirigea directement vers nous. « Bonjour », dit-il avec un sourire tendu. « Je suis Édouard Duval,
propriétaire de ce bâtiment. J'aimerais savoir qui a autorisé cet événement sur une propriété privée. Le festival se déroule sur la voie publique, monsieur Duval, répondit Valentine avec un calme professionnel. Le trottoir est un espace public, et nous avons les autorisations correspondantes pour des activités culturelles. La femme qui l'accompagnait lui tendit un document. J'ai ici une ordonnance du tribunal qui interdit toute obstruction des accès au bâtiment, dit-il en tendant le papier à Valentine. Et vous bloquez clairement l'entrée. Valentine examina le document avec un œil critique. Cette ordonnance est datée d'hier, vendredi à 18h. C'est curieux, sachant que les tribunaux ferment à 16h, souligna-t-elle. De plus, nous n'obstruons pas l'accès. Le matériel de sonorisation est à 2 mètres de l'entrée et les gens circulent librement. Duval garda son sourire, mais un tic nerveux apparut sur sa joue. « Je ne veux pas créer de conflits inutiles », dit-il en élevant la voix pour que les présents entendent. « Je comprends la valeur sentimentale que certains peuvent attribuer aux bâtiments anciens, mais le progrès est inévitable. La galerie commerciale que nous construirons créera des emplois et revitalisera le quartier. » Une voix claire l'interrompit par derrière. « Le progrès ? Vous appelez ça progrès ? De détruire notre patrimoine culturel ?» C'était Lucie Fournier, qui se frayait un chemin à travers la foule, avec une dignité majestueuse. Elle s'arrêta devant Duval, soutenant son regard sans ciller. « Monsieur Duval, je suis Lucie Fournier, petite fille d'Ernest Fournier, le propriétaire légitime de ce bâtiment. J'ai des raisons de croire que le transfert de propriété après sa mort n'a jamais respecté son testament, qui établissait la création d'une fondation pour préserver le café comme espace culturel. » Duval pâlit visiblement. Il était évident qu'il ne s'attendait pas à cela. Toute réclamation sur des transactions survenues il y a plus de 60 ans devrait être adressée aux tribunaux, pas à un spectacle de rue, répondit-il en retrouvant son sang-froid. Mon entreprise a acquis cet immeuble légalement en 2010. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ici, intervint Valentine. Pour informer les citoyens pendant que nous avançons avec les actions légales correspondantes. D'ailleurs, demain nous déposerons un recours en référé demandant la suspension immédiate de la démolition jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Un des caméramens de la télévision s'était approché et filmait toute la scène. Duval le remarqua et son attitude changea subtilement. « Je vous propose quelque chose, » dit-il en baissant la voix. « Pourquoi ne poursuivrions-nous pas cette conversation dans un endroit plus approprié ? Mon bureau est à votre disposition lundi pour discuter d'alternatives. » Lucie sourit avec ironie. « Des alternatives comme attendre que le scandale médiatique passe pour démolir en silence ? Non, merci. Toute négociation sera publique et transparente. » Un applaudissement spontané s'éleva parmi les présents. Duval, visiblement mal à l'aise, regarda autour de lui, évaluant la situation. Les musiciens avaient cessé de jouer et tous les regards étaient fixés sur lui. « Cela ne se terminera pas bien pour vous, » dit-il finalement, d'une voix contrôlée mais menaçante. Les sentimentalités n'arrêtent pas l'avancée du marché immobilier. Il fit demi-tour et se dirigea vers sa voiture, suivi de sa suite. Avant de monter, il me regarda fixement, comme pour graver mon visage dans sa mémoire. Lorsque la voiture noire s'éloigna, la tension accumulée se dissipa dans un murmure généralisé. Valentine examina attentivement l'ordonnance. « Elle est authentique », dit-elle avec surprise. « Quelqu'un a tiré d'importantes ficelles pour obtenir la signature d'un juge un vendredi après-midi. Ça veut dire qu'on doit arrêter le festival ? Demandai-je. Pas nécessairement. Nous devons juste nous assurer de ne pas bloquer physiquement l'entrée. De toute façon, cela montre que nous touchons un point sensible. La présence de Duval, loin d'intimider les participants, sembla renforcer la cause. D'autres personnes se joignirent au cours de l'après-midi, y compris quelques noms connus de la culture parisienne. Un réalisateur de cinéma indépendant proposa de filmer un documentaire sur la lutte pour « les érudits » et plusieurs musiciens populaires annoncèrent ce qu'ils viendraient jouer le lendemain. À la tombée de la nuit, lorsque nous projetâmes le documentaire sur l'histoire du quartier latin sur la façade du bâtiment, la rue était bondée. L'image de l'ancien café des érudits, avec ses causeries et son piano, reprit vie sur les briques usées qui pourraient là bientôt disparaître. Parmi la foule, je remarquai un homme âgé qui observait tout avec des larmes aux yeux. Je m'approchai de lui. « Ça va, monsieur ?» Le vieil homme sourit avec nostalgie. « Mon père m'amenait ici quand j'étais enfant, » dit-il d'une voix brisée. Il était vendeur de journaux, et je m'asseyais dans un coin pendant qu'il travaillait.
Les écrivains me donnaient parfois des livres. C'est ici que j'ai appris à aimer la lecture. Des histoires comme celle-ci se multiplièrent au cours de la soirée. Chaque personne qui s'approchait pour partager un souvenir, une anecdote, ou simplement exprimer son soutien, ajoutait une brique invisible à la forteresse que nous étions en train de construire. Lorsque le festival se termina, après minuit, un groupe de volontaires proposa de monter la garde pendant la nuit. Parmi eux se trouvaient Simon, son grand-père et plusieurs voisins. Ils improvisèrent des sièges avec des caisses, et Raymond leur facilita l'accès aux toilettes du bâtiment. « Nous garderons nos téléphones allumés », leur assura Valentine. « Au moindre mouvement suspect, appelez immédiatement. » En rentrant chez moi, accompagnée de Lucie Fournier, je ressentais un étrange mélange d'épuisement et d'euphorie. « Tu crois qu'on obtiendra quelque chose ?» lui demandai-je. Lucie observa les étoiles, à peine visibles entre les bâtiments. « Nous l'avons déjà obtenu, Marianne. Nous avons réveillé la mémoire collective. Maintenant, la ville sait que les érudits a existé et qu'ils méritent de continuer à exister. Le reste n'est qu'une question de persévérance. » Ces paroles résonnèrent en moi. Peut-être que le vrai succès n'était pas de sauver un bâtiment, mais de récupérer un fragment de l'identité culturelle qui se diluait lentement entre les tours de verre et les centres commerciaux identiques. Cette nuit-là, avant de dormir, je reçus un message d'un numéro inconnu. « La machine est en marche. Demain à la 1e heure. Soyez prêts. » Je n'avais pas besoin de signature pour savoir que cela venait de quelqu'un de proche de la société immobilière, quelqu'un qui avait décidé de passer de notre côté. Le son strident de mon portable me tira du sommeil à 4h30 du matin. L'obscurité était totale dans ma chambre, et il me fallut quelques secondes pour m'orienter en cherchant le téléphone à tâtons. « Allô ?» répondis-je d'une voix rauque. « Professeur, ils sont là. » La voix agitée de Simon me réveilla instantanément. 2 camions sont arrivés avec des hommes en casque. Ils disent qu'ils ont l'ordre de commencer les travaux préliminaires. Je me levai d'un bond. « Combien sont-ils ? Il y a la police ? » « Une dizaine d'hommes. Pas encore de police, mais le chef de chantier dit qu'ils sont en route. Mon grand-père est en train de discuter avec eux. Ne bougez pas de là, lui dis-je tout en cherchant des vêtements à tâtons. Appelez les médias et tous ceux que vous pouvez. J'arrive dans 15 minutes. Je raccrochai et composai immédiatement le numéro de Valentine. Elle répondit à la première sonnerie, comme si elle attendait l'appel. « Je sais déjà », dit-elle avant que je puisse parler. Simon m'a appelé. J'appelle des contacts dans la police pour vérifier s'il y a vraiment un ordre officiel. On se retrouve là-bas. Pendant que je m'habillais à la hâte, j'appelais Lucie Fournier. Elle était également réveillée. « Je pars tout de suite », m'assura-t-elle. C'est exactement ce que je craignais. Ils veulent démolir avant que nous puissions déposer le recours demain. Les rues étaient désertes, tandis que je courais vers la rue Gîte-le-Cœur. La nuit de juillet était froide, et mon souffle formait de petits nuages qui se dissipaient rapidement. Dans ma tête, je passais en revue les scénarios possibles, aucun d'eux n'étant encourageant. Si la société immobilière avait obtenu des autorisations d'urgence, nous ne pourrions pas faire grand-chose légalement pour les arrêter. En tournant au coin de la rue, la scène me frappa comme une gifle. 2 énormes camions bloquèrent partiellement la rue. Des projecteurs improvisés illuminèrent la façade du bâtiment d'une lumière crue et blanche qui lui donnait un aspect fantomatique. Des hommes avec des casques jaunes et des gilets réfléchissants déchargeaient des outils et des matériaux. Face à eux, formant une barrière humaine improvisée, se trouvaient Simon, son grand-père et 5 autres voisins. Monsieur Manuel gesticulait énergiquement face à un homme corpulent avec un casque blanc qui consultait des papiers. « Vous ne pouvez pas faire ça à cette heure-ci », entendis-je dire Monsieur Manuel. « Il y a un arrêté municipal qui interdit les travaux bruyants avant 7h du matin. » Je m'approchai rapidement du groupe. Simon me vit et courut vers moi. « Professeur, ils disent qu'ils ont une autorisation spéciale pour des travaux préparatoires non bruyants, » m'expliqua-t-il précipitamment. « Mais ils ont apporté des marteaux-piqueurs, vous voyez ? Ce n'est pas non bruyant. » Le chef de chantier, en me voyant arriver, s'approcha avec un air autoritaire. « C'est vous, la professeure Lefebvre ?» demanda-t-il en consultant une liste. « J'ai cru comprendre que vous étiez à la tête de ce festival. Je dois vous informer que nous avons l'autorisation officielle de commencer les travaux préalables à la démolition. Je vous suggère de faire partir ces personnes pour éviter les accidents. » « J'aimerais voir cette autorisation, » répondis-je en m'efforçant de rester calme. L'homme me montra un document avec des tampons officiels. Je l'examinai attentivement à la lumière d'un projecteur.
Effectivement, cela ressemblait à une autorisation légitime pour effectuer des tâches préparatoires non invasives, préalables à la démolition programmée. Elle était datée de la veille et signée par un fonctionnaire de la direction de l'urbanisme. Ceci n'autorise que des travaux préliminaires non invasifs, signalai-je. Les marteaux-piqueurs et les équipements de démolition ne sont pas qualifiés comme tels. C'est pour enlever des éléments non structurels, répondit-il avec impatience. De vieux meubles, des décombres, ce genre de choses. La démolition proprement dite aura lieu à la date prévue. Je ne le croyais pas un seul mot, mais c'était sa parole contre la mienne. À ce moment, Valentine arriva accompagnée de Julien, qui avait déjà sa caméra prête. « Il n'y a aucun ordre de police pour évacuer », m'informa Valentine à voix basse. « Et je viens de parler à un contact au ministère de la Culture. Ils sont indignés car personne ne les a consultés sur cette opération spéciale. » Julien commença à filmer discrètement la scène pendant que Valentine examinait l'autorisation que le chef de chantier m'avait montrée. « Ce document est discutable, » dit-elle finalement. « Il n'autorise que des travaux préliminaires non invasifs et mentionne spécifiquement qu'ils doivent être effectués en journée en respectant les arrêtés sur les nuisances sonores. » Le chef de chantier haussa les épaules. « Mes ordres sont de commencer maintenant. Si vous avez des problèmes, parlez-en à l'entreprise. C'est ce que nous ferons, » répondit Valentine avec un sourire tendu. « En attendant, je suppose que ça ne vous dérange pas que nous documentions tout. Pour la postérité, vous savez. » L'homme nous tourna le dos et commença à diriger ses ouvriers, visiblement mal à l'aise avec la présence de la caméra. 2 d'entre eux disparurent à l'intérieur du bâtiment en transportant des outils. « Où est Raymond ?» demandai-je alarmé. « Il leur a donné l'accès ? » « Ils l'ont emmené dans une voiture avant que nous arrivions, » expliqua M. Manuel. Un type en costume lui a dit quelque chose à l'oreille et il est parti avec lui. Il avait l'air effrayé. La situation empirait de minute en minute. Sans Raymond, nous n'avions aucun moyen de savoir exactement ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment. Et s'ils avaient réussi à l'intimider ou à le soudoyer, nous avions un problème plus grave. Pendant que nous discutions de la marche à suivre, le son inimitable d'un marteau-piqueur brisa le silence de l'aube. Il venait de l'intérieur du bâtiment. « Ils démolissent » s'exclama Simon. « Il faut les arrêter. » Monsieur Manuel s'avança résolument vers l'entrée, mais Valentine l'arrêta. « On ne peut pas entrer de force. Ce serait une violation de domicile et ils porteraient plainte contre nous. C'est exactement ce qu'ils veulent. »« Alors on reste là à regarder comment ils le détruisent ?» demanda Simon avec désespoir. À ce moment, Lucie Fournier arriva accompagnée de 3 personnes que je reconnus comme des journalistes de différents médias. Derrière elle, un groupe de voisins commençait à se rassembler, alertés par les messages sur les réseaux sociaux que Simon avait envoyés frénétiquement. Le bruit du marteau-piqueur continuait de résonner, de plus en plus fort. Soudain, un fracas plus important suivi d'un craquement alarmant nous fit retenir notre souffle. Un nuage de poussière blanche sortit par les fenêtres supérieures. « Ils abattent un mur », dit quelqu'un dans la foule, qui commençait à se former. Lucie s'approcha du chef de chantier, qui supervisait l'opération depuis l'entrée. « Mon nom est Lucie Fournier », dit-elle d'une voix claire et ferme. « Je suis la petite-fille du fondateur des érudits et j'ai des documents qui remettent en question la légitimité de tous les transferts de propriété postérieurs à sa mort. Je vous préviens formellement que tout dommage causé à ce bâtiment sera considéré comme la destruction d'une propriété en litige. » L'homme la regarda, déconcerté, manifestement non préparé à ce type de confrontation. « Je ne fais que suivre les ordres, madame, » répondit-il finalement. « Des ordres de démolir en pleine nuit, sans supervision officielle et avant la date autorisée ?» intervint Julien en approchant sa caméra du visage du chef de chantier. « Ça ressemble à un excellent titre pour mon journal demain. » La pression commençait à faire effet. Le chef de chantier sortit son téléphone et s'éloigna de quelques mètres pour passer un appel. Pendant ce temps, d'autres voisins et curieux s'approchaient, attirés par le bruit et la foule grandissante. Parmi eux, je reconnus plusieurs de mes élèves, qui arrivaient somnolents mais déterminés. 2 voitures de police apparurent au coin de la rue, gyrophares allumés, mais sans sirène. 4 policiers en descendirent et s'approchèrent avec une expression confuse. « Ah, que se passe-t-il ici ?» demanda l'un d'eux, apparemment l'officier responsable. Nous commençâmes tous à parler en même temps, mais Valentine s'avança avec son meilleur ton professionnel. « Officier, nous assistons à une tentative de démolition illégale d'un bâtiment historique, » expliqua-t-elle en montrant sa carte d'avocate. Ces ouvriers effectuèrent des travaux invasifs à 5 heures du matin,
violant de multiples arrêtés municipaux et agissant probablement au-delà de la portée de leur autorisation. L'officier demanda à voir les documents. Pendant qu'il les examinait, Julien s'approcha d'un des policiers plus jeunes et commença à discuter à voix basse. Le bruit du marteau-piqueur avait cessé, mais on entendait des coups et des mouvements à l'intérieur du bâtiment. « L'autorisation semble en règle », dit finalement l'officier. « Mais effectivement, elle ne couvre pas les opérations bruyantes à cette heure. Je vais devoir leur demander de suspendre les travaux jusqu'à 7 heures du matin. » Le chef de chantier, qui avait terminé son appel, s'approcha avec une confiance renouvelée. « Ces travaux sont urgents pour des raisons de sécurité », argumenta-t-il. « Nous avons reçu des rapports indiquant que la structure pourrait s'effondrer partiellement. »« Des rapports de qui ?» intervins-je. « Où est le rapport technique ? Pourquoi les voisins n'ont-ils pas été informés d'un prétendu danger ?» L'homme m'ignora, s'adressant uniquement aux policiers. « Nous avons l'autorisation directe de la direction du contrôle des constructions. Si vous intervenez, vous devrez vous expliquer à vos supérieurs. » C'était une menace à peine voilée, et d'après l'expression de l'officier, elle faisait son effet. À ce moment, un flash attira mon attention. Une caméra de télévision avec sa puissante lumière se frayait un chemin à travers la foule. C'était une équipe du journal matinal de TF1, probablement alertée par Julien ou l'un des journalistes arrivés avec Lucie. La présence de la télévision changea instantanément la donne. Le policier durcit sa posture. « Je suis désolé, mais je dois faire respecter l'arrêté municipal », dit-il avec une nouvelle autorité. « Suspendez les travaux bruyants jusqu'à 7 heures, ou je devrais faire fermer le chantier. » Le chef de chantier tenta de protester, mais la caméra de télévision s'approchait dangereusement. Finalement, il fit un geste de résignation et ordonna à ses hommes d'arrêter les marteaux-piqueurs. « Nous continuerons avec des travaux silencieux », concéda-t-il à contre-cœur. « Officier, nous craignons qu'ils ne causent des dommages irréparables à l'intérieur du bâtiment, » dit Valentine. « Pourriez-vous vérifier ce qu'ils font exactement ?» Le policier hocha la tête et entra dans le bâtiment, accompagné d'un de ses subordonnés. 5 minutes tendues s'écoulèrent avant qu'il ne réapparaisse. « Il retira de vieux meubles et des décombres », informa-t-il. « Je ne vois pas de dommages structurels pour l'instant, mais j'ai ordonné qu'il s'arrête jusqu'au lever du jour. » C'était une petite victoire, mais nous savions tous que nous n'avions gagné que quelques heures. À cette heure, les travaux pourraient reprendre légalement. La journaliste de TF1 commença à interviewer les personnes présentes, se concentrant particulièrement sur Lucie Fournier et moi. En répondant aux questions, je vis que Valentine conversait vivement au téléphone, souriant de plus en plus. Quand elle termina l'appel, elle s'approcha de notre petit groupe avec une expression triomphante. « Je viens de parler à un juge ami », nous informa-t-elle à voix basse. « Il est indigné par cette manœuvre nocturne. Il m'a dit de préparer les papiers pour un recours en référé d'urgence. Nous pouvons le déposer à 8 heures, à l'ouverture du tribunal, et il le traitera immédiatement. »« Ça arrêtera la démolition ?» demanda Simon. « Temporairement, oui, » répondit Valentine. « Au moins jusqu'à ce que la question de fond sur la légalité des permis et l'éventuelle importance historique du bâtiment soit résolue. » Pendant que nous parlions, je remarquai que le chef de chantier recevait un autre appel. D'après son expression, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Quand il raccrocha, il s'approcha de ses hommes et leur donna des instructions à voix basse. À notre grande surprise, ils commencèrent à ranger les outils et les équipements dans les camions. « Ils s'en vont » demanda M. Manuel, incrédule. Le chef de chantier passa à côté de nous sans s'arrêter. « Nous reviendrons avec la documentation complète », dit-il sèchement, « et avec plus de policiers. » Alors que les camions démarraient et s'éloignaient dans la rue pavée, un applaudissement spontané s'éleva parmi les présents. La lumière de l'aube commençait à filtrer timidement entre les bâtiments du quartier latin, illuminant les façades anciennes d'un éclat doré. « Ne crions pas victoire trop vite », avertit Lucie Fournier. Ce n'était que la première escarmouche. Elle avait raison, bien sûr. La bataille juridique ne faisait que commencer, et la société immobilière avait des ressources quasi illimitées. Mais en observant la communauté réunie, voisins, étudiants, journalistes, militants, je sentis que quelque chose d'important avait changé. Nous n'étions plus seulement un groupe d'idéalistes, nous étions un mouvement avec une voix propre. Valentine partit préparer le recours, accompagnée de Julien qui continuerait à documenter tout le processus. Les policiers restèrent pour surveiller le bâtiment, au cas où les ouvriers tenteraient de revenir. Lucie Fournier et moi nous assîmes sur les marches de l'entrée, épuisées mais vigilantes.
Tu sais, mon grand-père disait que les cafés sont les vraies universités de la vie, commenta-t-elle, pendant que nous partagions un thermos de café que quelqu'un avait apporté. Il disait que les grandes idées naissent entre les tasses de café et les conversations sincères, pas dans des salons luxueux ni des bureaux d'entreprise. C'est ce que nous défendons, n'est-ce pas ? Répondis-je. Pas seulement un bâtiment, mais une façon de comprendre la culture. Le soleil illuminait déjà complètement la rue, lorsque Valentine revint avec un dossier plein de documents. « Le juge nous recevra à 9h, annonça-t-elle. « Nous avons un bon dossier. » Le fait qu'ils aient tenté de démolir en cachette en pleine nuit joue en notre faveur. Cela prouve leur mauvaise foi. « Et si nous obtenons le référé, quelle est la suite ?» demandai-je. « Nous continuerons l'occupation culturelle, » répondit-elle avec détermination. « Nous maintiendrons les érudits en vie jour et nuit jusqu'à ce qu'ils soient classés monuments historiques ou jusqu'à ce que la société immobilière se lasse et cherche un autre terrain. » Simon, qui avait été au téléphone, s'approcha avec une expression d'étonnement. « Vous n'allez pas croire ça, » dit-il. « Mon cousin de la mairie dit que le scandale a déjà atteint les bureaux officiels. Plusieurs conseillers municipaux demandent une enquête sur les permis délivrés à la société immobilière. Et il y a des rumeurs selon lesquelles Duval est furieux car tout cela pourrait affecter ses ambitions politiques. » Lucie sourit avec satisfaction. Le pouvoir craint la lumière publique plus que tout. Au fur et à mesure que la matinée avançait, de plus en plus de personnes se joignirent à notre veillée. Certains apportèrent des instruments de musique, d'autres des livres à lire à voix haute. Quelqu'un installa une table avec des thermos de café et des croissants pour tout le monde. À 11h, nous reçûmes la nouvelle que nous attendions. Le juge avait accordé le référé, suspendant tout type de travaux sur le bâtiment jusqu'à ce que la question de fond soit résolue. La célébration fut contenue. Nous savions tous que ce n'était que le début d'un long chemin. Mais en observant l'ancien bâtiment du Café des Érudits, avec sa façade usée mais digne, je sentis que nous avions accompli quelque chose d'important. Nous avions réveillé la mémoire endormie d'une ville trop habituée à sacrifier son histoire au nom du progrès. La clé que Lucie Fournier m'avait offerte était toujours dans ma poche. Je la serrais fort, sentant son poids métallique contre ma paume. Un jour, peut-être, elle ouvrirait à nouveau les portes d'un Café des Érudits rénové. Et quand ce jour arriverait, les voix de Camus, de Beauvoir et de tant d'autres résonneraient à nouveau entre ces murs.